bien dans son job. On parle aujourd'hui de la reconversion. Comment on fait lorsqu'on a eu des fonctions éminentes et qu'on décide de renverser la table pour créer sa propre entreprise? C'est votre histoire, Lionel Giraud. Ravi de vous accueillir. Ravi également. Vous êtes le fondateur de Café Momus, j'articule bien. Café de luxe, on va en parler, avec toute une histoire. Momus, c'est un café au 19e? Oui, en fait, c'est le café des artistes. C'est le café de la Bohème à Paris entre 1800 et 1850. En fait, Momus, c'est le dieu des artistes. Alors, il est pas très connu, mais c'était un dieu qui, d'ailleurs, s'est fait rejeter de l'Olympe parce que c'était un dieu très railleur qui se moquait des autres. Et donc, il a été sorti de l'Olympe. Et Momus a donné son nom vraiment au grand café de la Bohème parisienne où toute l'intelligentsia se retrouvait, des peintres, des musiciens, tous les artistes. Et d'ailleurs, l'acte 2 de la Bohème de Puccini se déroule chez Momus, comme le haut lieu parisien de cette époque. Et vous revisitez finalement cette qualité, cette tradition. Un mot et quelques mots sur vous, parce qu'on va parler de votre reconversion. Quand on regarde votre parcours, il est assez incroyable. Directeur développement de l'horlogerie chez Cartier. Oui. Puis il y a Chaumet, vice-président, et vous créez la collection de joaillerie Joséphine, dans le luxe, des grandes maisons de luxe. Oui. Ensuite, il y a Courrèges. Ensuite, il y a Courrèges, oui. Il y a Vuarnet, un peu plus loin. Qu'est-ce qui fait qu'un jour, avec les fonctions que vous occupiez, vous dites j'en ai marre de ces très grosses entreprises du luxe, je voudrais être mon propre patron. À quel moment ça démarre ? En fait, ça a été un tout petit peu plus progressif que ça. Les deux premiers jobs que vous avez cités, donc Cartier pendant plus d'une dizaine d'années, donc c'est un gros groupe, on est coté. L'horlogerie est le produit majeur. Après, je pars chez LVMH. Donc, Chaumet, c'est un deuxième gros groupe, c'est LVMH. Et en fait, le déclic se passe là. Après 11 ans ou 12 ans chez Chaumet, avec des fonctions, enfin, c'est la place Vendôme, c'est des diadèmes, tout est merveilleux et ma maman est très contente. Je décide de me jeter dans un début d'entrepreneuriat, mais qui n'est pas totalement le mien. Donc, je rejoins deux amis qui avaient racheté Courrèges pour essayer de relancer cette maison. Donc voilà, le premier pas, il est là. Vous reprenez une marque emblématique. Je reprends une marque emblématique, je reste dans l'idée de marque française, traditionnelle, historique, mais c'est un premier pas plus entrepreneurial et j'ai une petite quarantaine d'années. Voilà, donc les groupes, j'en ai marre, globalement, et je fais ce marque premier parce que pas. c'est des grosses machines, oui, il y a beaucoup exactement. de process, Alors, j'y ai tout appris, c'est des marques extraordinaires, emblématiques, mais c'est vrai qu'à titre personnel, j'avais soif d'autre chose. Et puis après, je passe un pas plus loin sur Vuarnet, dont je prends la présidence, mais dont je deviens actionnaire et partenaire du déploiement. Donc le patron, là. Voilà, donc là, c'est le patron et on met son cash. Donc voilà, on passe une étape supplémentaire. Alors là, c'est pas le même risque, là. C'est pas le même risque, on commence à en prendre une partie, ouais. et c'est avec un fonds d'investissement, donc voilà, c'est plus risqué. C'est pareil, un retournement d'entreprise. Et là, la dernière étape, en fait, la ligne de cohérence pour moi sont toujours des maisons françaises avec un vrai savoir-faire. Ça peut être soit, en l'occurrence aujourd'hui, une meilleure ouvrière de France qui travaille à mes côtés, soit un chef d'atelier. Vous prenez les codes du luxe, en fait. Mais globalement, voilà, l'idée, c'est de garder ces éléments-là et de lancer là ma propre maison. Et là, c'est uniquement du cash friends and family. Donc là, on va une étape plus loin. Donc en fait, il y a de la frugalité dans votre parcours. Il y a des personnes qui démarrent par une PME et qui veulent et qui rêvent de finir chez Chaumet. Vous faites l'inverse, vous ? Oui, je suis parti du plus gros. Oui, je suis parti de chez Cartier. Chaumet, c'est un peu plus petit. Courrèges, tac, Vuarnet. Et tout d'un coup, vous créez votre entreprise. Oui, micro. C'est quoi ? C'est la liberté qu'incarne ce choix ? Oui, alors de la liberté à la solitude, il n'y a qu'un pas qu'il faut bien gérer quand on est jeune. Moi, je suis un jeune vieux entrepreneur, en fait. Voilà, c'est ma nouvelle définition. C'est une deuxième vie, quoi. Oui, c'est une deuxième vie. Après, elle arrive à un moment où j'ai peut-être mis du temps à comprendre que c'est véritablement ce qui, moi, m'animait. Je crois que j'en avais pas... Alors, pas forcément l'envie, pas forcément le talent, et probablement un peu la peur quand j'avais 25 ans. Aujourd'hui, on voit que les jeunes rentrent beaucoup plus là-dedans, et moi, je trouve ça extraordinaire. Moi, j'ai mis 25 ans à le mûrir. Envie de vivre cette aventure personnelle, et revenons quand même à ce que vous faites. Quand on regarde votre produit, c'est vrai que vous reprenez les codes du luxe, l'emballage, le packaging, le choix de vos cafés. Enfin, vous faites des bijoux, mais là, c'est du café. Alors, je vous remercie. Le point de départ, en fait, alors j'aurais pu me dire, tiens, j'ai une vraie expertise en joaillerie et en horlogerie, je fais ça. Si ce n'est qu'en termes de cash, on est vraiment dans des investissements colossaux.
Et j'aimais bien l'idée de partir du produit le plus simple qui soit, après l'eau, globalement, et d'essayer de voir comment on peut le monter, non seulement sur la manière dont on le source. Ça, c'est important. Voilà, ça c'est un vrai sujet, on va en reparler. L'écologie, oui. Mais surtout comment on peut créer autour un concept qui fait que le produit devient un produit qu'on a envie d'offrir. Moi, mon rêve, c'est pas tellement... Vous voyez qu'on en revient quand même à l'idée d'offrir le beau cadeau que l'on offre, ça. Comme on offre un bijou. Exactement, comme on offre un bijou, Ou une comme on peut montre. offrir... Alors, plus modestement, comme on offre une belle huile d'olive, comme on offre une belle bouteille de vin, comme on offre un parfum ou une très belle bougie. Et vous le rentrez dans cette catégorie-là. Les gens arrivent dans un dîner parisien ou pas parisien, je ne veux pas faire du parisianisme. J'offre ce café. Et je vous offre une jolie édition de café qui est signée, qui est numérotée, qui a été très joliment sourcée, qui est bien emballée et qui est excellente. Mais il y a le sourcing, donc la qualité de vos cafés avec vraiment une vision écologique qui est très importante. L'emballage recyclable. En fait... ça vous fait quoi? Enfin, vous dites, ça y est, je suis vraiment en phase avec ce que je voulais être, finalement. En fait... Moi, mon background, il est vraiment sur le produit. Je pense que ce qui fait la différence, c'est pas le packaging. À la fin, c'est ce que vous avez dedans. C'est clair. Donc, la réalité, et la première chose que j'ai faite, c'est de me dire comment je fais pour sourcer les meilleurs cafés du monde. Ce qui est une question bête, mais qui est quand même la question de base. Et moi, je suis pas un spécialiste du café. J'adore ça, mais je suis pas un spécialiste. Complexe, ouais. Donc, le premier appel que j'ai passé... je me suis dit, je vais essayer de trouver celle ou celui qui est le meilleur là-dedans. Et donc, je suis allé chercher Daniela Capuano, qui est la seule et unique meilleure ouvrière de France en torréfaction, qui source les cafés, qui va sur place. Qui va sur place. Ouais. Donc, on n'achète pas à la bourse, on n'achète pas Elle achète chez le producteur. Voilà, nous, on est du direct de la tasse, enfin, direct du producteur à la tasse. Voilà, donc déjà, sur le sourcing, c'est très transparent, on annonce chez qui on achète des micro-lots, on achète des cafés exceptionnels, rares. Alors bien sûr, ça a un prix tout ça. Mais en tout cas, on est clair sur notre sourcing. Ça, c'est vraiment la base. Premier point. Oui, c'est les fondamentaux. J'ai envie de dire aujourd'hui, on a une approche traçable, écolo, c'est la base en fait. Oui, cela va sans dire. Après, c'est au-dessus qu'on construit ce qu'on appelle, nous, notre vocation, c'est d'éditer. On a une maison d'édition en fait. On se positionne comme une maison d'édition, donc on édite des petits producteurs qu'on va chercher, et on signe, on annonce qui a fait ce café. On le torréfie magnifiquement, parce que, en fait, ça le aussi, café, c'est un art. Hein. Oui, le café n'est pas un produit simple. Vous ouvrez une bouteille de vin, il est bon. Vous commencez à préparer un café, c'est pas sûr, même si le café est très bon. Donc le café peut être bon à l'origine, peut être très très mal torréfié. D'ailleurs, vous buvez comme moi des cafés dans des brasseries parisiennes. 9 fois sur 10, vous dites plus jamais. Je partage cette idée. Plus jamais. Même dans un 3 étoiles. Oui. On vous dit café, 20 €. Votre palais s'y est fait, là. Maintenant, vous sentez. Non, moi, on m'a reseté mon palais. Ouais, en fait, j'ai appris... C'est de l'onologie de café, quoi. J'ai appris à comprendre ce qu'était un bon café. Moi, j'étais un peu comme tout client. Je buvais des cafés extrêmement torréfiés, noirs et plein d'amertume. En fait, c'est pas ça le café. En tout cas, il y a de la douceur. Il y a de la douceur, il y a de l'acidité, et puis en fait, la palette organoleptique, elle est encore plus grande que celle du vin. Mais juste, Lionel, avant de nous quitter, qu'est-ce que vous avez appris sur vous, à travers le parcours que vous décrivez, les rencontres que vous avez faites, cette meilleure ouvrier de France, c'est aller sur place pour sourcer. Qu'est-ce que vous avez appris que vous ne connaissiez pas de votre parcours assez incroyable dans le luxe? Le fait que que tout est basé sur les rencontres que vous faites avec les gens. En fait, rien n'est tellement impossible à partir du moment où vous avez le culot, l'audace de prendre votre téléphone et d'essayer de rencontrer. Moi, en fait, quand vous êtes dans une grosse société, finalement, vous êtes cadenassé un peu dans un job et vos interlocuteurs sont les gens de la boîte. Quand vous êtes entrepreneur, si vous sortez pas, si vous voyez pas des gens, si vous portez pas le truc, il se passe rien. Et en fait, ça m'a un peu... Voilà, je suis sorti. En fait, je crois que je suis sorti. Ouais. Et c'est ça, je crois, être entrepreneur, c'est sortir. Et vous êtes devenu celui que vous vouliez finalement être à 25 ans avec un parcours... Ou alors il m'a fallu du temps. Il a fallu ce temps Je pense que je l'aurais probablement pas fait. Vous vous êtes torréfié en quelque sorte. Je me suis torréfié avec... Comme le vin. Mais sans amertume. Mais sans amertume. Merci Lionel Giraud, c'était un vrai plaisir de vous accueillir. Entrepreneur avec ce parcours assez incroyable Merci à vous. Dans une longue vie dans le luxe, dans les grandes marques de luxe. Et puis aujourd'hui à la tête de votre entreprise, votre bébé, Momus, qu'on peut trouver un peu partout. Un peu partout, pour l'instant en ligne, et nous ouvrons notre
première boutique à Paris, rue des Martyrs, dans 2 mois, j'espère, si mes travaux avancent. Je vous le souhaite. Merci Lionel Giraud de nous avoir rendu visite. À très bientôt. Bon vent, bonne dégustation pour ceux qui auront le plaisir de goûter le café Momus. Smart Philo, tiens, jouer, on peut prendre du café en jouant, mais on joue beaucoup. Ça, c'est un sujet de philo. Travailler et jouer, c'est contradictoire ou pas? On en parle juste après, c'est dans Smart Philo.